Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va vous faire des propositions pour agrémenter vos fêtes de fin d'année aujourd'hui. On commencera avec André Lamy, l'imitateur. Il est sur scène la nuit du réveillon du Nouvel An au Centre culturel d'Oderghem pour un spectacle qui s'appelle Lamy & Co. Il n'y sera donc pour une fois pas tout seul. On vous proposera ensuite d'aller au Théâtre Royal du Parc pour une comédie musicale. Ça s'appelle Paris Cancan. On sera avec le co-compositeur de la bande-son de cette comédie musicale, c'est Fabien Fiorini. Et puis on terminera par le Théâtre Royal des Galeries et Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express. On sera avec celui qui incarne Hercule Poirot dans cette adaptation, à savoir Arnaud Van Parijs. En fin d'émission, notre micro ouvert, une slameuse. Sa première interprétation d'en Connaissez-vous, elle s'appelle Laura dans l'air. C'est un menu de fête, un menu de gala. Et on est parti. Oula, voilà. Bonjour André Lamy. Bonjour. Est-ce qu'on a le droit à des fêtes de fin d'année lorsqu'on est un imitateur? Bon, en général, je dois bien avouer que je préfère être sur une scène que en face d'une dinde ou des paillettes du 31 décembre. Mais je n'ai jamais rien eu contre les fêtes de fin d'année. J'ai des souvenirs assez agréables quand j'étais enfant des fêtes de fin d'année à la maison, oui. Ouais, mais donc vous allez faire l'impasse cette année encore alors? C'est-à-dire que... Oui, mais donc, comme je vous dis, ma préférence va vers le fait de jouer. En fait, je fais un métier où on travaille quand les gens se reposent. Ouais. Vous en avez quand même fait souvent des spectacles en fin d'année, des revues ou des satires politiques. C'est la bonne période pour ça? Oh, c'est la bonne période, oui, parce que les gens sont plus disponibles, ils ont envie de s'amuser, puisqu'on est presque obligé de s'amuser pendant cette période-là. Oui, bien sûr, oui. C'est vraiment la période où les gens sont plus susceptibles de sortir de chez eux et d'aller au spectacle. Et ils sont réceptifs. Ils ont envie de rire, en tout cas, ils ont envie de s'amuser. Voilà. Ouais. Est-ce que vous vous amusez encore quand vous faites ça? Ah, mais moi, je m'amuserai toujours tant que je suis sur une scène. Moi, si on m'enlève la scène, je meurs. Donc, je suis d'abord avant tout. Avant de faire de la radio, avant même d'avoir fait de la télé, je faisais de la scène. Et c'est la scène qui est mon moteur. Ouais. Vous avez commencé par la radio, hein, une radio historique bruxelloise, Oui, SIS. Oui, mais je faisais déjà la scène avant. Ouais. Mais vous aviez rêvé d'être metteur en scène, réalisateur? Ah oui, ça c'est quand j'avais 14 ans, 13-14 ans, oui. Ouais, on est remonté loin. Hein. Ah, on est remonté loin là, 14 ans, oui. Oui, je voulais réaliser des films comiques, parce que j'étais fan à l'époque de Peter Sellers, Laurel et Hardy. Vous êtes toujours un peu fan de Laurel et Hardy? Ah, toujours. Ouais. Mais, et vraiment me retrouver derrière une caméra et d'imaginer des gags et de les faire par d'autres, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc j'ai fait un film qui n'avait rien à voir avec le burlesque d'ailleurs, qui s'appelait L'inspecteur mène l'enquête. Avec des copains de classe que je ne montre à personne, mais que j'ai toujours à la maison. Mais oui, c'est vrai que j'aurais voulu faire ça, oui, bien sûr, oui, j'aurais voulu faire ça. Ouais. C'est un regret ou pas? Non. Non, parce que je me suis bien réalisé dans ce que je voulais. Je suis en adéquation totale avec ce que je voulais faire. C'est-à-dire que faire du spectacle, quand j'étais enfant, j'aimais bien faire l'andouille dans les repas, j'aimais bien entendre les rires. Peut-être qu'aujourd'hui, je fais plus ce que j'ai envie, puisque je fais beaucoup plus rire avec ma propre voix qu'avec la voix des autres sur une scène, voilà. C'est-à-dire que vous êtes de moins en moins imitateur et de plus en plus humoriste? On peut traduire ça comme ça? Oui, j'aime bien l'appellation, oui, je préfère ça, parce qu'en fait l'imitation c'est bien, mais pour moi l'imitation est plus quelque chose qui est l'apanage de la jeunesse. C'est-à-dire je me vois mal aujourd'hui imiter des jeunes chanteurs, à passer 60 ans, ça fait peut-être un peu pathétique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes condamné à faire Michel Sardou et Johnny Hallyday, à la limite Julien Doré, mais les rappeurs, vous n'allez pas pouvoir. Mais j'en fais, mais je les détourne. Je fais autre chose. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir accrocher parce que j'ai mon passé, parce que je suis ce que je suis. Je suis donc très bien dans mon âge et je ne me vois, mais je trouve, moi ça me gêne chez les autres qui veulent absolument avoir l'air jeunes. Donc je me dis que ça va gêner chez moi. Voilà. Et en même temps, vous ne vous imaginez pas raccrocher?
Non, non. Bah, enfin, en tout cas, continuer à faire un métier artistique, oui. Bien sûr. Vous avez envie de vous asseoir? Je veux bien. Oui. Oui. Alors, sur la place la plus à gauche sur la banquette. Oh, la plus à gauche. C'est celle-là, alors. Voilà, c'est la plus à gauche. Voilà, la gauche, j'adore. Est-ce que vous êtes aujourd'hui complètement en Belgique, enraciné à Bruxelles? Vous êtes de Bruxelles, hein? Je suis de Bruxelles, je suis né à Schaerbeek, oui. Ouais. La France, c'est définitivement fini, vous n'y retournerez plus? Oh, je ne dis pas que j'y retournerai plus en touriste, mais, mais au niveau du spectacle, je pense que c'est fini, mais ça fait un moment maintenant. La page est tournée depuis plus de 20 ans. Mais ça a été important dans votre carrière, hein, Ah oui, tout à fait, repéré oui, tout à par fait. Cyril Oluron, Oui. Michel Drucker, Oui. des émissions de radio européens, si je ne me trompe pas. Ça a Oui, quand même été un j'ai- tremplin extraordinaire. Attendez, j'ai tout connu. Tout ce qu'on peut connaître sur Paris, je l'ai connu. J'ai eu une carrière parisienne. C'est Ardisson qui m'a dit ça un jour, mais tu as été le roi de Paris pendant pas mal de temps. Et c'est vrai, mais je l'ai connu. Donc je n'ai pas de regret par rapport à ça. Voilà, je l'ai eu, c'est très bien. Je suis passé à autre chose et la vie a continué. Voilà, c'est tout. Alors, on va Mais parler... sans aigreur, je veux dire. Il n'y a pas d'aigreur de se dire « Ah là là, j'aimerais encore… » Non, il n'y a pas ça. Ce qui est passé est passé, de toute façon. On va parler de votre actualité. Ça s'appelle L'Ami Co. Oui. C'est un spectacle que vous montez pour ces fêtes de fin d'année. Donc c'est une revue satirique. Oui. On pourra notamment la voir au centre culturel d'Odergame encore ce dimanche soir pour ceux qui se Oui. dépêchent, mais surtout le 31 décembre Oui. pour une soirée de réveillon. On va voir un petit teaser avec quelques Oui, morceaux c'est- choisis. Ce sont les répétitions, je crois. Ne dis pas que je suis ton père. Ah, ça va, tu vas pas me... Monsieur l'ami! La ferme. Ah, si j'étais riche, nom de 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 Dieu. Ah, si j'étais nom de Dieu, je serais plus heureux qu'un roi. Aya Nakamura. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Premier ministre gabonais? Vous avez vu? Harry et Meghan sont déjà au bord du divorce. Les aventures de poil de carotte et de sainte comédienne de deuxième zone. Il va retourner la queue entre les jambes voir son frère, le grand Tomou, là, qui a perdu ses cheveux à l'âge de 13 ans et demi, et son papa, qui a des grandes oreilles, pour dire que c'est la faute de l'américaine qui a un nom de voiture. Il est parti. Oh. Bah, écoute, c'est bien, hein, il aura parlé de politique. Il est content. Je crois que c'est un truc qu'on aime bien quand on devient vieux. Ah oui, un petit peu comme le café. Quand on est jeune, on trouve ça dégueulasse, puis finalement, on s'habitue. Nous étions formidables et petites, pardon, mademoiselle. Je ne vais pas vous draguer, promis, juré. C'est excellent. Mais j'aime bien quand il fait Jacques Brel. Voilà, André Lamy. Donc ce sont des étapes de travail, hein. Ce sont Oui, les ça a été tourné répétitions. il y a un mois, ça. Donc ça a beaucoup bougé depuis un mois. Alors bien sûr, évidemment, tout bouge. Et même, je veux dire, les 3 jours qu'on vient de faire là au centre culturel, les choses ont déjà changé. En 3 jours, les choses bougent, évidemment. C'est pas fixé, en fait. Ouais. Est-ce que vous aimez bien vous revoir ou pas trop? Pas du tout. Ouais. Ça, c'est le perfectionniste qui est en vous qui dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais rien ne va. Rien ne va. Non, voilà, je pense que le jour où j'aimerais me voir, j'arrêterai. Alors vous n'êtes pas tout seul, ça c'est l'avantage. Ah, vous, non. vous pouvez peut-être trouver du plaisir à voir les autres. J'ai surtout du plaisir à voir ma fille, Ouais. avec qui je joue ici. Ça, c'est un plaisir coupable d'être heureux de pouvoir jouer avec ma fille qui fait ce métier alors qu'elle l'avait abandonné et qui est revenue dedans, un petit peu parce que je lui ai proposé de jouer avec moi et ça, elle était d'accord. Et ça me touche particulièrement parce que je suis, comme je le dis souvent, je le dis beaucoup en interview, je suis un papa avant d'être un artiste. Voilà. Morgane Leveugle, c'est votre fille. Oui. Il y a également Morgane Morgane Jérôme, Jérôme oui, faut pas l'oublier. sur scène avec vous. C'est quand même particulier de jouer avec sa fille. On entend qu'il y a une forme de tendresse là dans ce que vous venez de dire. C'est quelque chose dont vous aviez envie depuis longtemps ou pas? C'est quelque chose que…
Oh, j'y pensais depuis quelques années, hein, mais je ne lui pose. Je voulais pas la forcer. C'est-à-dire, je voulais pas aller dire, écoute, je voudrais faire un spectacle avec toi. Il se trouve que je l'ai vue sur scène. Elle a fait 4 ans de conservatoire plus une année d'agrégation, donc elle est comédienne. Puis elle a arrêté pendant 5 ans, et j'ai toujours trouvé qu'elle avait une vis comica. Elle est drôle. Et elle voulait faire du tragique. Je lui ai dit, t'es pas faite pour le tragique, ma chérie, t'es faite pour le rire. Et c'est avec le temps, maintenant qu'elle a 28 ans, qu'elle se rend compte effectivement qu'elle est plus faite pour le rire que pour le tragique. D'ailleurs, elle va être chroniqueuse bientôt dans une émission sur Vivacité. Ouais. Y a de la fierté chez vous? Ah bah oui. Ça, je suis évidemment d'une très grande fierté. Je suppose que Laurence Dubos doit avoir le même, et Marca doit avoir le même sentiment quand ils voient Angèle. Hein. On est fiers que notre enfant et Roméo puisse... Elvis, si vous voulez bien ne pas trop l'oublier. Comment? Et Roméo Elvis, si vous voulez bien Oui, ne pas pardon, l'oublier. excusez-moi. Oui. Mais moi, j'en ai qu'une qui le fait. André Lamy, juste préciser quand même, parce que vous n'êtes pas tout seul. Parfois, vous avez fait des spectacles en solo. Parfois, oui, j'en vous ai avez fait fait des revues satiriques. Là, c'est un trio. Et ça marche sur quoi? Sur le clash des générations? Oui. Vous êtes le vieux de Je sortie. suis le vieux de la vieille. Ouais. Et d'ailleurs, tout le spectacle, ça va être ça. Tout le spectacle, c'est André Lamy, le vieux ringard, il faut que tu te renouvelles, ça ne va pas, regarde ce que nous on aime. Et je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien d'abord de faire mon âge, et puis d'y aller, et puis d'avoir 2 personnes qui me recadrent. Ouais. Est-ce que le public va pouvoir entendre les grandes voix qui ont fait Oui. vos succès, notamment à la radio? Oui, mais il n'y a pas beaucoup de... En fait, c'est un spectacle où il n'y a pas énormément d'imitations, parce que ces dernières années, j'en fais moins. Je reste imitateur, hein, de toute façon. J'en fais moins, au profit justement du rire et du comique plutôt d'humoriste, comme vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit ressentir quand on sort de ce spectacle ou d'un spectacle d'André Lamy? Ben, la seule chose que je demande, c'est que les gens se soient amusés. C'est tout. Qu'ils se soient amusés, qu'on soit arrivé à 3 à les faire rire et qu'ils aient oublié leurs soucis en les reprenant à la sortie, malheureusement. Mais voilà, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Rien de plus. Distraire les gens. C'est déjà pas mal. Donc rendez-vous le 31 décembre au Centre culturel d'Oderghem. Je signale quand même que vous n'êtes pas qu'en région bruxelloise. Vous allez jouer bientôt à Nivelles Oui. et à Verviers. Et Oui. puis fin janvier, vous serez... au Chapeau Rond Rouge Oui, à au Chapeau Rond Etterbeek, pour ceux qui auraient raté les fêtes de fin d'année. Petits chapeaux ronds rouges qui ont été assez géniaux puisqu'ils nous ont prêté leur salle pendant tout le temps des répétitions. Est-ce que vous êtes un client des comédies musicales? Oui. Oui. Si je vous demande de me chanter un bout de comédie musicale là maintenant, vous pouvez le faire ou pas? Oui, mais c'est une comédie musicale cinéma alors. Hein. Allez-y. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Voilà. Si je vous dis Montmartre, Bah, le Moulin Rouge. bon, on va parler notamment Enfin, plutôt, du oui. Moulin de la Rouge. Galette, plutôt. On va parler de cette ambiance-là. On va parler d'un spectacle qui s'appelle Paris-Cancan et on va recevoir maintenant Fabien Fiorini. Bonjour, docteur. Est-ce qu'on peut proposer à Fabien de s'asseoir en face d'André Lamy? Voilà, ce sera plus facile pour converser. On ne nous dit rien. Voilà. On essaye. C'est le principe, on vous jette un peu en pâture dans cette émission et on voit si vous arrivez à nager tout seul. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Fabien Fiorini? Me présenter en quelques mots, bien sûr. Je suis un pianiste compositeur qui était à l'origine un batteur percussionniste et puis qui a découvert le piano, l'improvisation, la composition. Et puis j'ai fait une carrière, j'ai beaucoup collaboré avec des groupes dans le jazz, avec la danse, avec Anne-Theresa de Kersmacher. Enfin, je suis aussi maintenant devenu, avec l'âge, pédagogue. Donc j'essaie de transmettre aux plus jeunes générations ma passion et mes recherches aussi sur la musique. Et c'est trouver toujours une nouvelle façon de combiner la très belle tradition, je trouve, de la musique partout dans le monde, donc en Europe, en Inde, en Afrique, et puis de chercher aujourd'hui, malgré un monde très technologique qui est devenu beaucoup avec les ordinateurs, etc., de garder la fibre de la passion et de l'humanité dans la musique, c'est-à-dire le concert et
le concert, Voilà. le live. Voilà. On vous voit beaucoup effectivement jouer sur les scènes jazz. On peut aussi souvent vous voir au théâtre parce que vous avez souvent accompagné et Aussi. composé pour le théâtre. Et là, c'est un peu un exercice différent. Vous signez la bande son d'une comédie musicale. Est-ce que je peux dire que vous êtes sorti de votre zone de confort? Ah ben je suis sorti complètement de ma zone de confort pour deux raisons. D'ailleurs, la première, c'est que c'est la première fois que on m'a demandé, dans un premier temps, de composer cette comédie musicale. Et il se fait que quand j'ai commencé à travailler à la maison, ma compagne, qui est Amélie Ayoz, qui était là, je lui ai donc chanté, évidemment, je lui chante la première chanson, et elle me dit « C'est pas comme ça une comédie musicale ». Je dis « Ben quoi, c'est comment alors ?» Toi, tu l'en as déjà fait? Elle dit, ben oui, moi j'en ai fait, parce qu'elle a étudié ça à l'école, en Suisse, ils en faisaient chaque année, ils montaient une comédie musicale ou deux. Et donc elle m'a dit, non, ce serait comme ça. Et comme elle adore tout ce qui est chanson, donc elle m'a chanté des mélodies, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc alors j'ai proposé à Thierry Debroux et Daphné Deur, donc à la fois le directeur du théâtre et l'auteur et à la metteuse en scène, de collaborer. Donc on a co-composé. Donc non seulement je suis sorti de ma zone de confort, parce que c'est la première comédie musicale de toute ma vie, moi j'ai 50 ans, et je l'ai fait vraiment de manière très honnête avec une co-compositrice qui est aussi ma compagne, ce qui fait qu'à certains moments, on était pas toujours d'accord sur tout, mais finalement c'est génial de travailler avec quelqu'un, peut-être un peu comme dans le spectacle avec sa fille, mais là c'est avec ma compagne, c'est quelque chose il y a beaucoup de choses qui sortent, et il y a beaucoup de vérités qui apparaissent, et on ne peut plus vraiment se cacher, parce que quelqu'un qui vous connaît très bien, c'est vos enfants ou vos compagnes. Ouais. Moi, je me parle différemment, ma fille. André Lamy, est-ce qu'il y a eu des moments où, avec Morgane Leveugle, vous n'avez pas été d'accord sur la mise en scène, sur l'écriture, sur la manière dont ça va se passer? Non, parce que justement, pour la mise en scène, j'ai engagé quelqu'un que notre ami devant ici connaît très bien, qui s'appelle Antoine Guillaume, et donc c'est lui le patron. Qui Valentin le Désossé, pardon, j'ai dit Raphaël, je sais pas. Valentin le Désossé, qui est un remarquable metteur en scène pour moi, parce que à la fois, moi j'ai 60, j'ai 61 ans, ma fille a moins de 30 ans, lui il en a 40, donc je trouvais c'est très bien pouvoir gérer ces trois générations, et les rapports avec ma fille se sont très bien passés, parce qu'elle est encore elle est encore dans un mode de elle veut apprendre. Donc, c'est une énorme oreille. Voilà. Donc, vous n'avez pas été remis en cause. Non. Fabien Fiorini, vous acceptez la remise en cause, qu'on vous dise là, ce que tu as écrit, c'est pas terrible, ou là, la manière dont tu l'as interprété, il y a moyen d'être plus subtil? Oui, parce que sinon on n'avance pas. Enfin, j'entendais tout à l'heure que pour un vrai artiste, sa vie, c'est son art, et évidemment on a une vie aussi d'être humain, mais c'est quoi, si on veut définir l'art de manière très générale, en fait c'est une remise en cause perpétuelle, et c'est vrai qu'à certains moments on peut avoir des succès, et peut-être comme certains grands peintres que nous ne citerons pas, qui peuvent reproduire un peu des œuvres, mais en fait ce qui les intéresse aussi eux, c'est d'avancer, c'est de continuer à chercher. On sait très bien que vous et moi nous partageons la passion du jazz, et dans les grands jazzmen, même Miles Davis ou John Coltrane, ils ont eu plusieurs périodes. Il y a le jazz du début, enfin les périodes du début, donc ça veut dire que c'est une recherche, on cherche, même si on fait exactement la même chose, pour toi c'est de faire rire, et pour moi c'est de composer, mais on essaie d'affiner, on essaie d'autres angles, parfois on est à Paris, parfois on est à New York, enfin, moi j'ai jamais été à New York, mais j'ai des collègues aussi qui ont vécu toute une carrière à New York, ils ont rencontré d'autres énergies, et puis ils reviennent en Belgique, ils sont différents, mais ils continuent à chercher, parce que sinon on s'arrêterait. Oui. Et la grande différence avec le rire, c'est que dans le rire aujourd'hui, on ne peut plus rire de tout. Il y a des évolutions, oui, c'est vrai qu'on a une longue carrière, on voit aussi il y a plusieurs périodes aussi, c'est vrai, plusieurs ambiances. Alors je vous propose d'aller au théâtre Royal du Parc. On va écouter quelques petits extraits de ce spectacle. La musique est donc co-signée de Fabien Fiorini et Amélie Ayoz, et ça s'appelle Paris Cancan. Oh, ça y est. Oh, ça y est.
J'ai le trac. Oui, j'ai le trac. Si seulement il y avait un truc pour chasser le trac. Ma montre qui fait tic-tic-tac. Chaque seconde comme un hypercute. Me rappelle que dans 15 minutes c'est le début du spectacle. Me rappelle que dans 15 minutes c'est le début du spectacle. Le trac, il a le trac. Oui, j'ai le trac. Si seulement il y avait un truc pour chasser le trac. Sa montre qui fait tic-tic-tac. Chaque seconde comme un uppercut lui rappelle que dans 15 minutes c'est le début du spectacle. Lui rappelle que dans 10 minutes c'est le début du spectacle. Allez, on va prendre la réaction d'André Lamy. Premier sentiment après ce que vous venez de voir et d'entendre. Mais de toute façon, j'avais envie de le voir, donc j'irai le voir, à mon avis, après les représentations du 10, donc après, dès que c'est fini ce soir. Et vraiment, moi, c'est toute une période que j'adore. Moi, c'est ma prime jeunesse, ça, hein. Bon, J'ai connu Toulouse-Lautrec. Blagueur un jour, blagueur toujours. Fabien Fiorini, les toutes dernières notes qu'on a entendues sur le cancan à la fin, ça c'est du Offenbach. Tout le reste, c'est du Fabien Fiorini, Amélie Ayoz? Eh bien, non, ces dernières notes, c'est du Fabien Fiorini, Amélie Ayoz, mais dans le style de l'époque, en effet. Il y a une citation vraiment de Offenbach, et puis pour le salut, on ne peut pas trop dévoiler, mais on a vraiment remis l'original. Et en fait, c'est un travail extraordinaire, parce qu'on voit aussi ici, un peu dans les images, il y a aussi un énorme travail qui a été fait dans la composition. On devait toujours aussi penser qu'il y aurait la chorégraphie, qu'il y aurait beaucoup de mouvements sur scène. Ce n'est pas juste... disons que moi, je viens d'un milieu où on compose des chansons, on compose des musiques, mais on ne fait pas des chorégraphies spécialement. C'est plus peut-être dans la pop, on va dire. Et nous, on travaille comme ça. Mais là, ici, il y a tout ce travail extraordinaire de Emmanuel Lambertz, tous ces mouvements, ces rapports de scène, ces petits regards, ces gestes qui apportent énormément aux chansons qu'on a composées. Et c'est vrai que même parfois on était en train de travailler, et Emmanuel me demandait de rajouter ici des caisses claires, nous demandait plutôt, et puis on le faisait. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que là on a l'impression que c'est un orchestre qui joue, mais en fait c'est un orchestre, ça c'est ce qu'on a cédé à la modernité, c'est-à-dire qu'on a fait appel à ce qu'on appelle un orchestre virtuel, c'est-à-dire qu'il y a une modélisation sonore qui se place maintenant. En fait, on fait des nouveaux trucs, c'est qu'on enregistre par exemple un violon qui joue une note et puis qui joue une autre note avec un archet comme ceci, pizzicato, etc. Et puis tout ça est tellement bien fait, et après on le reconstitue nous en studio et ça donne comme si on avait eu un vrai orchestre qui avait joué pour nous, mais c'est pas le même travail. J'aimerais vous entendre tous les deux sur une question. C'est quoi la différence entre l'imitation et la réinterprétation? Pour moi, l'imitation, c'est à la fois de l'admiration pour quelqu'un et à la fois le biais pour faire rire. Donc c'est différent. C'est pas, je ne réinterprète pas les gens, je dois essayer de coller, si possible, le plus possible, à l'image que le public se fait de la personne que je vais faire sur scène. Réinterprétation, c'est autre chose pour moi. Oui, c'est différent. En musique aussi, le côté imitateur, quand on dit un imitateur en musique, c'est plutôt quelque chose qu'on fait souvent aux études. C'est très intéressant. Par exemple, il faut savoir que Mendelssohn, par exemple, copiait les quatuors et les symphonies de Mozart pour apprendre vraiment carrément, même dans le style, dans la patte, comment il faisait. Et donc, on fait ça aussi en peinture, on imite. Et évidemment, il est clair qu'en musique, si on ne fait que imiter, quelque part, on va dire il fait du sous quelque chose. Et ça, donc, il y a un côté négatif du côté musicien, ce qui n'est pas du tout, parce que le mot imitateur, c'est pas du tout pareil pour vous. Et après, quand on réinterprète et quand on se réapproprie et qu'on essaie de changer les choses, oui, on y met quand même une touche. D'ailleurs, on a entendu aussi dans les extraits là qu'on vient de passer, il y a aussi parfois des couleurs plus, samba, des choses comme ça, qui est des musiques qui évidemment n'existaient pas du tout à l'époque du Moulin Rouge. Mais on s'est permis aussi, puisque on est en 2023 et que ça couvre, on fait des petites citations parfois à Gainsbourg,
à Brel, enfin voilà, comme j'ai vu dans le spectacle, je trouve très juste parce que j'ai toujours pensé que Stromae, pour moi, était le nouveau Brel. Enfin, il y a quelque chose de juste dans l'humour, évidemment. En fait, ce que j'ai dit est relativement à moitié vrai parce que réinterprétation, j'en fais, puisque quand je fais Albert II, ce n'est pas du tout sa voix. Ou Joël Milquet, par exemple. Oui, c'est pas du tout leur voix, mais c'est une évocation et quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent quand on entendait Albert II parler, on a l'impression que c'était vous, alors que c'est pas la voix du tout. C'est tout. Il a jamais parlé comme ça. Il n'a jamais dit nom de Dieu. Il n'a jamais dit ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il l'a dit. Oui. Et ça, c'est tout un travail de suggestion par rapport Alors, je vous propose, quand on parle d'une comédie musicale, il faut quand même qu'il y ait l'un ou l'autre air qui nous reste dans la tête. On retourne au Théâtre Royal du Parc. J'aimerais, Oui. je voudrais, ce soir c'est déjà trop tard, mais demain, qui sait, j'aimerais Tu voudrais? essayer juste un soir Essayer. de danser, me lancer, de chanter et d'avoir le cœur léger. J'aimerais, je voudrais me lancer sur la piste. J'aimerais, je voudrais devenir une artiste, danser sous la lumière d'un réverbère factice. Elle voudrait, elle aimerait ne plus jamais dormir sous un pont, Sauf si le pont est en carton, ne plus sentir le vent froid qui se glisse, sauf si le vent vient des coulisses, ne plus dormir auprès des morts. sauf si les tombes sont un décor. Je voudrais, je aimerais savoir pourquoi je suis là. Comprendre le sens de tout ça. Elle aimerait, elle voudrait. Que cette voix, cadeau de ma mère, caresse son âme solitaire. Je n'ai reçu que quelques jours le doux parfum de son amour. Mais quand je chante, j'ai en moi l'écho de sa si jolie voix. Et demain, au moulin, Un ange viendra m'écouter. Ce sera toi, maman, je sais. Je serai fière, je sourirai. demain, au moulin. J'imagine mon père assis. Il est heureux, applaudi. Enfin son rêve s'accomplit. au moulin. J'aurai retrouvé ma famille. Un papa sobre, une mère en vie. Au moulin, ta nouvelle famille, t'ouvre les bras, chère Camille. Une famille, Malgré les doutes et les ennuis, ici à Paris, enfin vivre ma vie. André Lamy, vous l'avez senti, l'effet Reine des Neiges? C'est vrai, vous avez raison, mais c'est vous qui le dites. Oui. Fabien Fiorini, il y avait un Luc Plamondon qui sommeillait en vous, vous ne le saviez pas? Ou c'est Amélie Ayos qui l'a sorti? Alors, je pense que c'est beaucoup grâce aussi à Amélie, surtout cette chanson. Il faut savoir que c'est très intéressant parce que c'est toute une grande discussion qu'on a eue entre Amélie et moi, parce que c'est une variation sur le tout premier. On est à la fin du premier acte, et cette chanson est une variation musicale sur l'air du tout début du premier acte. Donc en fait, quelque part, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en musique classique, c'est qu'on reprend des airs et on les transforme. Et elle n'était pas du tout d'accord avec ça. Mais finalement, moi je trouve que ça marche très bien. Et c'est vrai que finalement dans Fabian, il y a aussi Fiorini. Et Fiorini, c'est l'origine italienne, c'est la chanson. Il n'y a rien à faire. Voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Je pense que voilà, mes parents, mon père était d'origine italienne, n'était pas musicien lui-même, mais écoutait beaucoup de musique. J'ai écouté beaucoup de musique de film, Ennio Morricone, des choses comme ça. Et finalement, mais si on le renie et que quelque part un peu dans l'éducation musicale traditionnelle, on se dit ah mais tous ces airs un peu, on appelle ça carrément racoleurs, disons-le pour être très poli.
c'est pas notre chose. Mais en fait, finalement, ça marche. Et moi, ça m'émeut quand j'entends ça. Je trouve ça magnifique. Et il y a une magnifique voix. Et surtout, qui est celle de Romina Palmieri. C'est superbe parce que moi qui vois beaucoup de comédies musicales, que ce soit à Londres, c'est beau. On a envie d'aller voir. L'extrait que vous passez là, on a envie d'aller voir. Ah oui, c'est clair. On a vraiment envie d'aller voir. C'est vieux qu'Aznavour avait écrit une comédie musicale sur Toulouse-Lautrec. C'est pas vrai. Ah non, je savais pas. Je vais écouter ça. Ça n'a jamais été monté, mais il l'a écrit. Ah, il l'a pas monté. Il l'a pas monté. Ouais. J'adore Aznavour, mais je savais pas qu'il avait fait ça. Il va falloir chercher les partitions. Ça s'appelle Paris Cancan. C'est un spectacle magnifique avec une magnifique musique de Fabian Fiorini et Amélie Ayos. Il y a aussi une magnifique distribution, des décors qui sont somptueux, une mise en scène, etc., etc. Courez voir ce spectacle. C'est jusqu'au 31 décembre. On va vous faire une troisième proposition. André, vous êtes d'accord? Oui. Vous trouverez un petit peu le temps pour aller voir un troisième spectacle. Bien sûr. Est-ce que vous aimez les romans policiers? Oui, Colombo surtout. Agatha Christie. C'est la télé. Agatha Christie, ça va? Oui. Allez, le crime Miss Marple surtout. Le crime de l'Orient Express. On reçoit Arnaud Van Parijs. Bonsoir. Sacré Hercule. Je me mets entre les deux. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Allez, Arnaud Van Parijs, même exercice, CV Express. Bonjour, je m'appelle Arnaud Van Parijs, je suis comédien, j'ai fait le Conservatoire Royal de Bruxelles et je joue tout décembre et janvier dans le crime de l'Orient Express où j'ai la chance de faire Hercule Poirot. Voilà, 3 Bruxellois, l'un à côté de l'autre. Est-ce que vous vous connaissiez tous les 3? Est-ce que vous êtes déjà croisés? Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble ou jamais? Non. Non, mais on a des points communs. Oui, on en discutait. Moi, je disais, je vous imitais, en train d'imiter, quand j'étais petit. Il y a des VHS de moi dans ma famille. C'est les poupées russes. Moi, je regardais les émissions, évidemment, avec André Lamy. J'ai vu ça comme tout le monde. Hein. C'est la référence dans l'humour belge, en tout cas. Avant la jeune génération, c'était la génération de référence. Ne soyez pas trop désagréable, lui à faire la tête. Je deviens une référence, c'est ça. c'est fini. Non. Et puis oui, il y a beaucoup de collègues, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans la comédie musicale. Non seulement Antoine Guillaume est le metteur en scène de ton spectacle. Voilà. Il chante dans Paris Cancan. Il chante Valentin Desossé dans Paris Cancan. Et par exemple, Gauthier Bourgeois travaille souvent avec toi. J'ai fait la revue. Comme vous d'ailleurs, j'ai eu la chance de faire la revue il y a 2 ans dans ce théâtre. Ouais. Alors on va parler de ce spectacle, le crime de l'Orient Express. Quasiment tout le monde connaît l'histoire, a vu un film, a lu le livre. Est-ce qu'on pouvait amener quelque chose de neuf? Alors, c'est évident que c'est une rencontre que tout le monde attend, que tout le monde connaît cette histoire. On va pas spoiler la fin parce que étonnamment, il y a beaucoup de gens qui en fait ne connaissent pas la fin. Et c'est assez surprenant de sentir, en tout cas déjà pendant les représentations qu'on a, qu'il y a des gens qui font l'enquête avec nous. Donc ça, c'est très agréable. Et le colonel Moutarde alors avec le chandelier dans la cuisine. Mais non, c'est alors du neuf, oui, parce que on parlait là, tout de suite d'imitation, de réinterprétation. Je pense que chaque fois qu'une pièce est montée, qu'un rôle est adapté, il y a de nous qui transparaît et c'est ça la nouveauté. J'espère apporter ma pierre à l'édifice de Hercule Poirot. J'ai été assez surpris qu'on me le propose, en toute honnêteté, parce que j'avais l'image de David Suchet comme Hercule Poirot, petit, trapu, nettement moins de cheveux que moi. Et donc, quand on me l'a proposé, je me dis, mais enfin, je me considère comme encore jeune. Donc, ça ne dure pas. Ouais, mais donc, du coup, oui, j'ai essayé d'amener, moi, en tout cas, ce que moi je suis et ce pourquoi, je pense, le metteur en scène m'a choisi, Fabrice Gardin, et pour faire mon Hercule Poirot à moi. Oui, donc c'est effectivement une mise en scène de Fabrice Gardin. On va préciser que c'est une adaptation qui est pour la première fois jouée en français. C'est-à-dire que c'est une adaptation en langue anglaise qu'on a traduit en français. Ça n'avait pas été joué encore en francophonie, ce spectacle. Tout à fait. Donc c'est Ken Ludwig qui a fait l'adaptation et si je ne me trompe pas, c'est Sybleras qui a retraduit en français. Et donc c'est une grande première pour ce spectacle. Et du coup, les grands moyens ont été mis en place. Avec une scénographie incroyable, mais j'espère qu'on va pouvoir voir quelques images. Oui, on va montrer ça dans un instant, mais je voudrais quand même vous interroger sur l'Hercule Poirot que vous êtes. On va voir que vous êtes quand même relativement grimé. Hercule Poirot, il est parfois un petit peu vaniteux, prétentieux, et en même temps, par moments, il peut
douter. C'est ça qui était intéressant dans la mise en scène? Oui, c'est clair qu'il y a des points à ne pas rater quand on fait Hercule Poirot, et la vanité en fait vraiment partie. Vous parliez de grimage là tout de suite. C'est vrai que le fait de passer du temps, cette moustache n'est pas travaillée ce matin, hein, mais je mets un bon 20-30 minutes à la cirer avant de monter sur scène, la noircir, à me mettre de la gomina dans les cheveux. Tout ça crée la silhouette aussi d'un personnage. Et transforme vraiment le Arnaud Van Parijs que je suis en, j'espère, le Hercule Poirot que j'interprète. Et évidemment, il a de la vanité, mais il a aussi beaucoup d'humour. Il a un petit regard sur tout ce qui se passe, décalé, comme s'il était en dehors de la réalité, toujours en analyse. Alors par rapport aux doutes de Hercule Poirot, chacun son interprétation. Moi, j'ai quand même l'impression, dans tout ce que j'ai lu, parce que je fais un gros travail de lecture sur justement Hercule Poirot pour me l'approprier, qu'en fait, il fait semblant de douter, je pense, souvent. C'est vraiment plus que tout a l'air d'être un... En fait, je jouais la comédie et je savais très très bien que c'était comme ça que ça se passait. Donc ça, c'est assez gai à jouer, parce que ça laisse la place aussi, en tant que comédien, de pouvoir combler tous les trous de ce personnage. Vu qu'il est en dehors de la réalité, on peut vraiment mettre de soi pour le rendre un peu plus humain et moins mythique. Alors je vous propose de voir quelques extraits là aussi des répétitions. On en reparle juste après. C'est une évocation. On va avoir une petite bande son musicale qui va accompagner les images. Voilà, on nous a proposé une musique jazz pour accompagner ça. C'est un petit peu la musique d'époque. C'était pour faire un clin d'œil à Fabien Fiorini, je ne sais pas. André Lamy, première réaction à ce que vous venez de voir. Qu'est-ce que vous imaginez? Moi, quand je vois le Quai de l'Orient Express, je pense au film de Sidney Lumet avec Albert Finet. Et je crois que c'est assez... Rendre sur scène un film, c'est difficile. Mais là, c'est bien. Les décors sont superbes, hein, visiblement. Ouais. On parlait tout à l'heure de la moustache. Il ne faut pas beaucoup d'accessoires pour incarner un personnage. Ça peut être très rapide. Oui. Après, ça dépend comment on travaille. Moi, j'aime bien bouger mon corps, transformer mon corps, prendre des postures. Et c'est vrai que le fait, par exemple, de sentir cette touffe sous son nez donne aussi des directions de visage, le fait de la mettre en avant avec la bouche, le fait, comme je disais, de coiffer les cheveux, ça peut pencher, donner un mouvement de tête aussi. Donc parfois, il suffit de très peu, mais c'est vrai que c'est essentiel. C'est-à-dire que le costume 3 pièces aussi que je porte là a joué beaucoup, les chaussures, la canne, sont toutes des choses qui créent la démarche du personnage et donc son regard et sa manière de déambuler dans l'histoire. Ouais. C'est drôle parce qu'on parle de la moustache. Elle est entre Kenneth Branagh et Albert Finet. Oui, j'ai vu les photos de Kenneth Branagh, c'est oui, mais ils ont rajouté Kenneth Branagh de ce qu'on m'a dit, parce que moi je n'ai regardé aucun des films pour ne pas trop me faire influencer, que Kenneth Branagh, c'était pour cacher une cicatrice qu'ils avaient... Mais ça, c'est pas dans les romans, je crois. Ouais. Fabien Fiorini, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez de voir? J'avoue, j'aurais voulu aussi entendre les voix des comédiens pour un peu... Mais vous savez comment c'est, au Théâtre Royal du Parc, ils essayent d'obliger les gens à aller au Théâtre Royal des Galeries. Voilà. Non, mais ça a l'air magnifique, et on en parlait un peu déjà avant l'émission. En effet, le décor, là, la reconstitution d'un wagon de l'Orient Express, justement. Alors justement, je voudrais qu'on explique ça, si vous voulez bien, Arnaud Van Parijs. Le décor, les deux décors sont magnifiques. Celui de Paris-Cancan est magnifique avec un pont, enfin il y a beaucoup de choses qui bougent, comme souvent dans ce théâtre du Parc. C'est magnifique également au Théâtre des Galeries. Il y a un wagon, ou un wagon, on peut prononcer comme on veut. On va le voir sous tous les angles, il bouge. C'est un très joli décor. Oui. Et il est très utile. Ah oui. C'est un personnage à part entière de l'histoire, le train
d'ailleurs ça s'appelle le crime de l'Orient Express. On aurait fait ça dans un train de la SNCB, ça n'aurait pas fait pareil. Et donc c'est donc scénographie signée Ronald Burns et les vidéos derrière projetées son frère Alan Burns. C'est très très agréable de déambuler dans un décor qui est bien fait. Et c'est vrai que j'ai vu celui de Paris-Cancan aussi, adoré. C'est oui, un personnage qui participe à l'immersion, au fait de vraiment raconter l'histoire et de créer une ambiance. C'est vrai que là, tout est isolé dans une espèce de pénombre. On déambule vraiment dans un wagon qui a été reproduit presque à l'identique les wagons Pullman. Et oui, c'est très très beau. C'est une grosse infrastructure qui demande beaucoup de gens. On est une très très grande équipe. Et donc, merci à toute l'équipe technique qui, évidemment, dans ce genre de spectacle, œuvre dans l'ombre, mais bosse autant que tout le monde. Et quand on monte une adaptation comme ça, Arnaud Van Parijs, c'est combien de semaines ou de mois de travail avant ? Là, on a travaillé un bon mois, un mois et demi, régulièrement. Juste d'abord pour le jeu, et puis là, avec l'infrastructure technique qu'il y avait, ça a mis énormément de temps sur plateau pour coordonner tous ces déplacements. En effet, un wagon qui se déplace sur la scène, ça met du temps, il faut pas être dans les pieds des régisseurs. Et donc les dernières semaines ont été vraiment de l'ordre de la chorégraphie scénique. Alors, vous venez de passer les premières représentations. Ça s'est bien passé Oui, très bien. Ouais, vraiment sentir les réactions. C'est quand on fait un spectacle, c'est tout le temps pareil. Ou quand c'est le premier contact avec le public, c'est grisant et on a des attentes. Puis il y a des moments où on est surpris par des endroits où ça rigole pas. Mais oui, les gens sont très réceptifs et ça marche plutôt bien puisqu'on rajoute même déjà quelques représentations en janvier. Voilà, et donc c'est théoriquement prévu jusqu'au 21 janvier, mais si je vous comprends bien, ça ira peut-être un petit peu au-delà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adaptations ? Est-ce qu'après la première, la deuxième, on se dit tiens, là ça marche pas comme on pensait, on va faire un déplacement un peu différent ? Est-ce que vous changez des choses ou pas ? Oui, c'est pour ça que ça s'appelle de l'art vivant. Le spectacle va encore bouger, comme tous les spectacles. C'est en fonction de l'état dans lequel on est aussi. Le jour même, il y a des choses qui bougent. Le fait de se challenger, de se réapproprier le texte, de se renouveler, c'est ça qui est le plus grisant aussi dans un spectacle. C'est que oui, on réadapte à chaque fois. Et puis le public joue un rôle énorme aussi. Le petit accident du jeu vivant fait que ça change tout le temps. Oui. André Lamy a déjà dit tout à l'heure qu'il s'adaptait en permanence. Fabien Fiorini, au Parc, pour Paris-Cancan. Est-ce qu'après la première, on a changé des choses ou pas ? Ou votre partition, elle est là, et après, c'est la mise en scène et les acteurs qui se débrouillent avec. Comme je le disais tout à l'heure, la partition, donc tout ce qui est musique enregistrée, elles sont préenregistrées, donc ça, c'est des bandes, ça bouge pas. Mais par exemple, Mickey Bocard, qui est l'extraordinaire pianiste, lui, il a des petites parts d'improvisation, donc on lui a écrit avec Amélie ce qu'on appelle des canevas, donc ça, on connaît en théâtre aussi des canevas. Mais il a le droit de bouger, de réagir à certaines, justement, inflexions. Par exemple, quand il a un superbe duo avec Lagoulu, joué par Perrine Delair, c'est vraiment chaque soir, moi chaque fois que je l'ai vu, j'ai pas été tous les soirs, mais chaque soir que je l'ai vu, il y avait quelque chose, et c'est un moment où elle est dans une grande émotion, et elle doit justement jouer avec la limite, parce que si elle dépasse cette limite, elle tombe dans la vraie émotion, et du coup elle pleure vraiment sur le plateau. Donc, et la manière dont il la regarde, la manière dont il joue, et c'est ça qui est magnifique, c'est ces détails qui fait que, bien sûr, pendant le Covid, tout le monde pleurait pour aller voir des spectacles vivants, et que malgré tout, je pense que les intelligences artificielles, les ordinateurs ne remplaceront jamais ces moments. Tout à fait. Que ce soit, je trouve que c'est très, très, très bien dit, c'est en tant qu'interprète, quand on est sur scène, mais en tant que public, on vit vraiment un moment extraordinaire quand les choses sont bien faites, quand il y a un magnifique décor qui sert vraiment, qui est beau, mais qui aide à la narration. C'est nous aussi, je me suis rendu compte que les chorégraphies, au début, moi, j'avais pas l'habitude j'ai travaillé avec Anne-Thérèse de Kersmacher, c'est très beau, mais c'est très, on va dire, conceptuel. Ici, vraiment, la chorégraphie aide la narration, danse, mais propose aussi des choses pour aider et emmener les spectateurs, donc ça c'est formidable. Donc on est vraiment dans quelque chose de... Mais nous, c'est vrai que dans la comédie musicale, il y a beaucoup de choses, c'est quand même très 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 timé, c'est très rigoureux. Je pense qu'il y a un côté dans la musique malheureusement un peu plus rigoureux. Ouais. Parce que je sais très bien, j'ai travaillé beaucoup avec le théâtre, et souvent, pour un comédien, d'un soir à l'autre, une différence d'une pause entre, je vais dire, 4-5 secondes et 20 secondes, ça peut marcher, ça dépend de l'émotion qu'on a eue avant. En musique, entre 4 et 20 secondes, on est déjà presque, on a changé le morceau. J'ai quand même une question pour vous, Fabien Fiorini, parce qu'il y a un pianiste sur scène.
Oui. Vous n'avez pas la frustration de ne pas être ce pianiste sur scène? Eh bien, c'est là que je vais vers d'autres. Non, j'adore jouer sur scène, mais là, en plus, il a été mon élève à un moment donné quand je donnais à l'époque des stages à Libramont. Salaud. Oui. Il m'a pris mon boulot. J'ai essayé de l'attraper. Non, mais la coin. question est sérieuse. La question est sérieuse. Non, je pense que j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de spectacles sur scène. Je crois que j'en ferai peut-être encore. Mais je pense qu'ici, c'était très important pour avoir un peu une vue d'ensemble, de ne pas être sur scène. Et je pense que non, je ne le regrette pas. C'est vrai que peut-être parfois on a envie, juste pour un soir, de prendre son rôle. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point... Parce qu'il joue aussi, hein, attention, il ne fait pas que le pianiste, il a quand même pas mal de répliques. Et son rôle est très important, vu que le piano, comme on le sait tous, c'est pas un truc qu'on balade comme ça, comme un violon, comme une flûte. Mais le piano, une fois qu'il est sur scène, bon, heureusement, ils l'ont mis sur roulette. Les scénographies géniales de Charlie et Thibault, comme on en parlait, ils l'ont mis sur une roulette, donc il peut danser avec il y a des moments chorégraphiés super beaux. Mais il a pas mal de moments, il reste sur scène, et donc c'est très important. Et je trouve que, en fait, c'est pas facile du tout à faire. On croit que c'est simple, mais ce n'est pas simple d'être là et d'écouter, d'être présent et de ne pas déranger le spectacle. Il faut que ça ait l'air simple. Voilà. Ouais. Il faut que ça ait l'air simple. C'est ça. André Lamy, vous avez fait de la musique, vous, ou pas? Rien fait du tout, moi. Je suis un autodidacte. J'ai jamais pris un cours de comédie, j'ai jamais pris un cours de chant. J'ai appris sur le tas. Voilà, un enfant de la balle. Et on pourrait un jour vous entendre jouer de la musique. J'ai le souvenir de sketchs inspirés de Raymond DeVos où vous sifflotez, non? Ou des choses comme ça. Non, j'ai appris le monocycle pour faire Raymond DeVos, oui. Et j'ai appris à jongler pour faire Raymond DeVos, qui était d'ailleurs mon parrain de métier. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est dans une autre vie. Et non, mais je trouve ça génial de pouvoir mettre des trains sur scène, de pouvoir mettre des trucs. Moi, je suis privé, donc on n'a pas les sous. Ouais. Arnaud Van Parijs, vous avez fait de la musique ou pas? Oui, ça m'est arrivé, mais autodidacte aussi. J'ai eu un groupe rock voilà, dans mes jeunes années. Et puis j'ai fait quelques spectacles avec la revue, j'ai chanté. Et puis, ouais. Ouais. Vous faites beaucoup de voix aussi, des doublages, des pubs, des choses de ce genre-là. C'est le même métier ou pas? C'est très différent, je trouve. Parce que faire par exemple le doublage fait travailler, déjà il y a la technicité du doublage aussi, de ce texte qui apparaît et où il faut vraiment techniquement être juste, être à l'écoute. Là on rejoint aussi peut-être la réinterprétation, enfin, donc le fait qu'on voit quelque chose qu'on doit réinterpréter en essayant de coller au plus juste à l'émotion qu'on croit déceler, parce que parfois c'est pas évident. C'est autre chose, mais c'est un chouette univers, en tout cas quand c'est bien fait la voix et qu'on voit que ça marche sur un personnage. J'ai un souvenir d'un film de James Bond, Au service secret de Sa Majesté, avec un acteur obscur qui s'appelait George Lazenby, qui reprenait le rôle de James Bond. Ouais. En version originale, le gars il joue très mal, et le doublage français fait qu'il joue bien. Ah, oui. C'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Et c'est un peu pareil sur une série télé comme Amicalement Vôtre, où les doublages français de Michel Roux et de Claude Bertrand ont transcendé la série télé. Alors qu'en anglais, c'était bien, mais c'était pas aussi bien qu'en français. Ouais, mais là, en plus, c'est la période des téléfilms de Noël qui arrivent, qui sont produits en chaîne, et où on sent qu'ils ont reçu le script très, très récemment. Très fraîchement. Oui, voilà. Donc ça, c'est gai à doubler, rigolo. Non, mais ça a beaucoup changé. Avant, il y a beaucoup plus de doublage. J'ai l'impression qu'aussi pour les acteurs, il y a plus d'opportunités avec les séries notamment, qui sont pas juste... voilà, il y a quand même parfois des heures et des heures et des heures à doubler, quoi. Tout à fait, ouais. Après, il y a eu... je sais qu'avec la crise du Covid, il y a eu un gros problème. Dans studio, on ne pouvait plus être autant qu'on voulait, donc ça a un petit peu fermé l'entrée et l'accès au métier, mais c'est en train de se réouvrir. Donc, je vous posais cette question parce que dans les studios de doublage, vous avez croisé Romina Palmieri, qu'on a entendu tout à l'heure, et donc il y avait aussi une connexion entre les deux spectacles. Je voulais quand même vous poser cette question à tous les trois, parce qu'on est dans les spectacles de fin d'année, avec 3 spectacles qui sont donc à l'affiche. Pour le Crime de l'Orient Express, c'est jusqu'au 21 janvier. Pour André Lamy, ce sera notamment le 31 décembre. Pour Paris-Cancan, c'est jusqu'au 31 décembre. Est-ce qu'il y a une période ou une énergie particulière? Et par exemple, lorsqu'on joue
le soir du réveillon à Noël ou au Nouvel An? Est-ce que c'est particulier? Est-ce qu'on propose quelque chose de plus aux spectateurs, au public? Est-ce qu'on est soi-même dans une atmosphère un petit peu différente? Je pense, alors, je commence. Vas-y. Bon, d'accord. Je dirais que les gens sont peut-être un peu plus disponibles parce qu'ils savent déjà qu'ils ont congé le lendemain et qu'ils sont dans une période de vacances parfois. Mais pour avoir joué souvent le 31 décembre, le public se lâche peut-être plus le 31 décembre qu'à d'autres représentations. Oui, ça oui. Bien sûr. On sait qu'il y a des mardis, comme on disait dans une chanson, des mardis maudits ou des jeudis maudits, parce que le lendemain, il faut aller travailler et que les gens ne sont peut-être pas dans le même état d'esprit. Vous savez, le public, Sacha Guitry disait un truc très drôle quand il est arrivé sur scène et que le public ne réalisait pas. Il disait ce soir, le public n'avait pas de talent. Exactement. Il arrive, Arnaud Van Parijs, que le public ait moins de talent que l'autre soir? Ça, c'est un gros débat quand même, hein, parce que moi j'ai déjà entendu souvent cette phrase, ou même se dire le public il est pas bien ce soir. Et c'est toute la question de est-ce que c'est vraiment le public ou est-ce que c'est nous sur scène? C'est un juste équilibre. Après, il y a des publics plus compliqués parfois. De Funès disait, je suis désolé, si sur une scène de théâtre ou peu importe, mais une scène en spectacle vivant, si les gens ne réagissent pas, c'est de la faute du comédien. Parce qu'aller voir un film, les gens riront toujours au même endroit. Et ça a été fait, ça a été tourné. Prouvé, Donc, c'est que c'est le comédien. Pour lui, c'était toujours le comédien responsable. Alors, ce sont 3 propositions qu'on encourage vivement à aller voir. Fabien Fiorini, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Ils ont dit presque tout ce que j'aurais voulu dire. C'est vrai que moi, j'allais rajouter un peu quelque chose de un peu plus philosophique. Je dirais que c'est vrai que souvent le 31, voilà, c'est ces fameuses... Moi, j'adore voir ça parce que je suis beaucoup une émission en France que je trouve assez drôle, malgré ces temps vraiment très troublés qu'on traverse. Et ils ont la bonne habitude de mettre tous les présidents français qui font leur discours justement de fin d'année, de début d'année. Et ils disent toujours l'année 2023 a été très difficile, mais l'année 2024 sera meilleure. Et c'est vrai qu'aussi, je pense que ce soit symbolique ou réel, parce que c'est vrai que dans la planète, on est à un moment particulier, il y a les énergies, il y a la nuit la plus longue, on ne fait pas ces fêtes-là aussi pour rien, on lutte un peu contre peut-être la dépression collective, et on se dit, c'est vrai qu'il y a un peu d'espoir, c'est vrai, dans ces spectacles de fin d'année, on a toujours quand même un espoir que l'avenir sera meilleur que le passé, et donc, à la fois, en fait, ce que tu disais aussi, le public est peut-être, il se lâche plus, il est plus en fête, ils ont envie de profiter plus, donc ils rient peut-être plus, etc. Mais on a tous peut-être cette impression que l'année prochaine, voilà, ça sera mieux. Quelque chose va arriver, on regarde vers l'avant plus que peut-être au milieu de l'année où voilà, on regarde là où on est. C'est vrai qu'il y a ce petit truc en plus. Eh ben, on va terminer avec ce petit truc en plus et Voilà. cette petite philosophie positive. On va signaler que ces 3 spectacles sont évidemment une occasion d'avoir d'abord l'occasion de franchement rire avec André Lamy, d'avoir des étincelles dans les yeux et du miel dans les oreilles, que ce soit au Théâtre Royal des Galeries ou au Théâtre Royal du Parc avec Paris Cancan ou Le Crime de l'Orient Express. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau. On recommande vraiment chaudement ces spectacles et on recommande chaudement, d'une manière générale, de sortir de chez soi, de profiter de cette période-là pour aller se distraire, se cultiver, s'amuser, se détendre. On va se quitter avec un micro ouvert. Elle s'appelle Laura dans l'air, c'est une slameuse. C'est la première fois qu'elle vient dans Connaissez-vous. Et le texte qu'elle va nous interpréter s'appelle « Prends ta place ». Prends ta place. Dans le bus, dans la ville, dans la vie, prends ta place. Dans ton genre, fluide ou pas, dans les arts, dans l'histoire, prends ta place. À l'école, dans la cour, dans le coin, dans le clan, jusqu'aux angles timides, aux cartables trop lourds, prends ta place. Dans l'amphi, dans la fête, dans la foule, ou juste par terre, parce que t'es mieux assise. Prends ta place dans ton domaine, sur ton territoire. Là où tu te sens juste, là où tu te sens toi. C'est en haut, c'est en bas. On peut en vivre ou pas. Tu sais pas la décrire, ta place, mais tu la sens danser. Tu sais ta place.
là où l'on te pousse dur pour ne pas convenir. On cherche à te chasser du coude, du pied, du ventre, de la bouche ou du sexe. Ta place, marque-la, marquette-la, signe-la, saigne-la, soigne-la, pave-la, lave-la, bave-la, brave-la, mais ne la livre pas ni d'un pouce ni d'un pas. Cette place est pile à ta taille, pile et face pour toi. Pas de hasard, hein, pas de gomme. Personne, crois-moi, ne pourra t'effacer. Tu n'es pas une ligne en graphite écrasée. Tu es tout un quartier. Tu es le vent d'ici et la terre sacrée. Prends ta place. Au coupe-coupe des fricheurs ou en voiture-balai, prends ta place. Au milieu de 1000 sœurs ou comme petit dernier, prends ta place. Et tente de ne pas la voler à qui d'autre la mérite. Fais grandir l'espace pour tenir en équipe. Tu es seul, tu es foule, et tout au fond de toi, dans les ravines, rhizomes du ventre origine, retrouve le placenta, cette matière nourricière qu'a grandi avec toi. Ta place, questionne-la toujours, un peu, beaucoup. Ta place, adapte-la, ne la laisse pas figer dans une même position. Ta place, adopte-la, on ne n'est pas place. On est la fontaine, les arbres tout autour, les oiseaux sur les branches et des vers pour manger. Ta place est tellement plus que celle que tu sais prendre au sol. C'est un jardin secret où seul toi décideras de faire pousser de l'ombre, des racines ou des lois. Ta place, c'est d'être vivante au milieu du vivant, dans une galaxie qui elle-même est poussière à côté de l'univers. Alors ta place est égal au carré de l'hypoténuse du temps qu'il te faudra pour aimer tes contours et ce qu'il y a dedans, pour aimer tes contours et ce qu'il y a autour. Prends ta place, un texte de Laura dans l'air. Laura, vous pourrez la retrouver au Café littéraire Le Millefeuille à Ixelles. Ce sera le jeudi 14 décembre, une soirée intitulée « Jeudi, qu'est-ce qu'on lit ?» Elle interprétera des extraits de son recueil « Murmuration » avec Mathieu Safatli qui l'accompagnera au violoncelle. Elle est aussi sélectionnée pour la finale du concours Poète Public Bruxelles. Vous pouvez voter pour elle en ligne, ça lui fera évidemment très plaisir. Et puis la retrouver également sur Instagram, Laura dans l'air avec des underscores entre les 3 mots. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous. On se retrouve la semaine prochaine.